Les principaux enjeux de cette négociation, qui est très importante, bon, il y en a trois en fait. Le plus évident, évidemment, c'est l'enjeu financier. L'UNEDIC est en difficulté financière, non pas parce qu'elle serait mal gérée, mais tout simplement parce que le chômage est effectivement très élevé. Et donc, elle a atteint un déficit très important ces dernières années. Elle a accumulé une dette qui, vers la fin de cette année, sera de l'ordre de 19 milliards, c'est-à-dire le record absolu, en fait, depuis la naissance de l'UNEDIC. Donc, le deuxième enjeu, il est par rapport et en cohérence avec l'accord du 11 janvier 2013. Cet accord intègre l'assurance chômage dans une réflexion plus générale qu'ont mené les partenaires sociaux à ce moment sur une flexicurité à la française. Et ils ont reconnu que l'assurance chômage était un élément important de cette flexicurité et ils ont évoqué très précisément, en particulier, la question des droits rechargeables. Donc, deuxième enjeu. Troisième enjeu, il est plus politique. C'est la question de savoir si les partenaires sociaux, à cette occasion, vont être capables de procéder à une véritable réforme de l'assurance chômage et non pas à du rafistolage ou à des petits raccommodages comme ils ont pu faire depuis déjà plusieurs années. Donc la question est de savoir si les partenaires sociaux vont pouvoir prendre de front vraiment un certain nombre de problèmes fondamentaux de l'assurance chômage ou pas. Alors si on veut caractériser à grands traits le système d'assurance chômage français, c'est qu'il n'est pas de manière générale extraordinairement généreux, c'est-à-dire il a un taux de remplacement net par rapport au salaire antérieur qui est à peu près dans la moyenne européenne. Il a quelques spécificités malgré tout. Il est particulièrement généreux pour les cadres, puisque le plafond est le plus élevé d'Europe. Il est plus généreux en taux de remplacement pour les salaires les plus faibles, où on a parfois des taux de remplacement qui sont quasiment de 100%, notamment pour des salariés qui étaient à temps partiel. Il a une longueur d'indemnisation, une durée maximale d'indemnisation qui est parmi les plus élevées d'Europe. En revanche, on peut trouver des situations où le système français est plutôt moins généreux que la moyenne européenne, et c'est le cas, par exemple, pour certains chômeurs de très longue durée. Alors, il y a plusieurs leviers pour rendre le système plus incitatif. Bon, le premier, le plus évident, c'est faire en sorte, évidemment, que le retour au travail paye. Et donc, il faut traquer systématiquement toutes les situations où le revenu du demandeur d'emploi, en tenant compte pas simplement de l'allocation chômage, mais également des prestations de l'État et de la taxation, donc des prélèvements, de tout l'aspect prélèvement et redistribution. Il faut traquer toutes les situations où ce revenu est quasiment égal, voire parfois supérieur au revenu de la même personne une fois qu'elle retravaille. Donc ce que je propose dans la note de l'Institut Montaigne, c'est tout simplement de plafonner l'assurance chômage en net et non pas en brut comme c'est fait aujourd'hui, c'est-à-dire le plafonner en taux de remplacement net, c'est-à-dire l'allocation nette par rapport au salaire net. Ce plafond pourrait être par exemple de 80 ou 85% à débattre. L'offre raisonnable d'emploi qui n'a fait en fait que se juxtaposer à d'autres éléments de sanction qui est préexisté et qui fait que le système aujourd'hui est totalement illisible, très peu utilisé, et il n'y a pas un demandeur d'emploi quasiment dans ce pays qui sait comment ça marche. Les responsabilités ne sont pas claires par ailleurs entre ce qui relève de Pôle emploi et ce qui relève de l'État. Donc il faudrait clarifier tout ça. Et il me semble que les partenaires sociaux devraient s'emparer de ce sujet. Jusqu'à présent, ils l'ont toujours laissé à l'État, parce que je comprends que politiquement c'est compliqué. En même temps, il est quand même difficile de comprendre que des assureurs, puisqu'ils se présentent comme des assureurs, les partenaires sociaux, ne cherchent pas à contrôler le risque. Et donc c'est à eux, à mon avis, de remettre sur la table la question des sanctions pour insuffisance de recherche d'emploi, refus de formation, etc. Et à défaut, il faut effectivement que ce soit l'État qui reprenne la main, comme il l'a déjà fait, mais cette fois-ci qu'il clarifie et qu'il simplifie considérablement le système. Enfin, un dernier levier, on en parle beaucoup, c'est la dégressivité. Alors, moi je pense que la dégressivité devrait être considérée comme une sanction, c'est-à-dire appliquée quand il y a insuffisance de recherche d'emploi, notamment quand il y a des métiers en tension, quand la durée passée au chômage est anormalement longue, mais je pense qu'elle ne devrait pas être systématique,
car il y a parfois, compte tenu de la situation du marché du travail, des situations objectives où les personnes ont vraiment du mal à retrouver du travail. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, de procéder à une dégressivité systématique pour tout le monde, compte tenu, encore une fois, de l'état du marché du travail. Les droits rechargeables sont un quatrième levier sur lequel on pourrait effectivement progresser. Il est clair qu'aujourd'hui, dans certaines situations, effectivement, le retour à l'emploi fait perdre les droits antérieurs. Bon, ce n'est pas la majorité des cas, mais c'est des choses qui existent. Et donc à la fois pour des raisons d'équité et pour des raisons d'incitation au retour à l'emploi, on peut tout à fait imaginer, c'est ce qu'ont décidé les partenaires sociaux en janvier, de mettre en place un système de droits rechargeables. Évidemment, ce système devrait se faire à peu près à dépenses constantes, et on peut imaginer des règles de plafonnement de ces droits pour éviter un surcoût pour l'assurance chômage.